Chapitre 8. L'indépendance physique. Après le mental et le vital, le physique, troisième instrument de l'esprit en nous, joue un rôle particulier dans le yoga de Sri Aurobindo, puisque sans lui, il n'est pas de vie divine possible sur la terre. Nous n'aborderons maintenant que quelques points d'expérience préparatoire, ceux-là même que Sri Aurobindo découvrit au début de son yoga. Le yoga du corps, en effet, nécessite un développement de conscience beaucoup plus considérable que celui envisagé jusqu'à présent. Plus on descend vers la matière, plus il faut être en possession de hauts pouvoirs de conscience, car plus la résistance augmente. La matière est le lieu de la plus grande difficulté spirituelle, mais aussi le lieu de la victoire. Le yoga du corps dépasse donc le cadre de notre pouvoir vital ou mental, et relève d'un yoga supramental que nous aborderons plus tard. Indépendance des sens. La matière est le point de départ de notre évolution. C'est enfermé en elle que la conscience a peu à peu évolué. Donc plus la conscience émergera, plus elle devra recouvrer sa souveraineté et affirmer son indépendance. C'est le premier pas, non la fin, notons-le. Or, nous vivons dans une suggestion presque totale aux besoins du corps pour subsister et aux organes du corps pour percevoir le monde. Nous sommes très fiers, à juste titre, de nos machines. Mais il suffit que la nôtre ait un peu mal à la tête pour que tout se brouille. Et si nous n'avons pas à notre disposition l'arsenal compliqué de nos radios, téléphones, télévisions, etc., nous sommes incapables de savoir ce qui se passe à côté, ou même de voir plus loin que le bout de notre rue. Nous sommes des hyper-civilisés qui n'avons pas, physiquement, dépassé le stade du sauvage. Il se pourrait que notre machinerie, finalement, ne soit pas tant le symbole d'une maîtrise que d'une terrible impuissance. La faute en incombe doublement aux matérialistes qui n'ont pas cru en le pouvoir de l'esprit intérieur et aux spiritualistes qui n'ont pas cru en la vérité de la matière. Cette impuissance pourtant n'est pas irrémédiable. Elle tient surtout à ce que nous nous croyons impuissants. Nous sommes un peu dans la position de celui qui aurait hérité des ancêtres une paire de béquilles et qui ne croirait plus en ses jambes. En somme, il s'agit de croire en nos jambes. Il s'agit de croire en notre propre conscience. Elle a non seulement des jambes, mais des milliers d'yeux et de bras, et même des ailes. Par l'histoire même de notre évolution, la conscience, submergée dans la matière, s'est habituée à dépendre d'un certain nombre d'organes extérieurs pour percevoir le monde. Et parce que nous avons vu les antennes apparaître avant le maître des antennes, nous en avons déduit, puérilement, que ce sont les antennes qui ont fabriqué le maître, et que sans les antennes, il n'y a pas de maître, pas de perception du monde. Mais c'est une illusion. Notre dépendance des sens est une habitude seulement, millénaire il est vrai, mais pas plus inéluctable que les silex taillés de l'homme chéléen. Il est possible pour le mental, et ce serait tout naturel pour lui, si seulement nous pouvions le persuader de se libérer de son consentement à la domination de la matière, de prendre directement connaissance des objets des sens sans l'aide des organes sensoriels. Nous pouvons voir, nous pouvons sentir d'un continent à l'autre, comme si les distances n'existaient pas, parce que les distances n'entravent que le corps et ses organes, non la conscience qui peut être partout où elle veut en une seconde, si elle a appris à s'élargir. Il est un autre espace, léger, où tout est rassemblé en un point éclair. Peut-être attendons-nous ici quelques recettes de clairvoyance et d'ubiquité, mais les recettes sont encore une machinerie au 2e degré. C'est pourquoi d'ailleurs nous les aimons. Certes, le Hatha Yoga a son efficacité, de même que toutes les méthodes plus ou moins yogiques qui consistent à fixer une chandelle allumée, tratak, élaborer des diététiques infaillibles, faire des exercices respiratoires et s'étouffer scientifiquement, pranayama. Tout sert, tout peut servir. Mais ces méthodes ont le désavantage d'être longues et d'une portée limitée. En outre, elles sont toujours incertaines et parfois périlleuses quand elles sont maniées par des individus insuffisamment préparés ou purifiés. Il ne suffit pas de vouloir le pouvoir, il faut que la machine ne craque pas quand elle reçoit le pouvoir.
Il ne suffit pas de voir, il faut être encore prêt à comprendre ce que l'on voit. Pratiquement, notre tâche serait bien simplifiée si seulement nous comprenions que c'est la conscience qui se sert de toutes les méthodes et qui agit à travers toutes les méthodes. Et que si nous allons directement à la conscience, nous aurons saisi le levier central. Avec cet avantage que la conscience ne trompe pas. Même si on lui donnait pour toute méthode un morceau de bois, la conscience finirait par en faire une baguette magique. Mais ce ne serait pas la faute du morceau de bois ni de la méthode. Même si on l'enfermait au fond d'une caverne, elle finirait par trouver le moyen de voir dehors. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'évolution de la conscience dans la matière. Pour le chercheur intégral, le travail sur le corps est venu naturellement s'adjoindre à son travail sur le mental et sur le vital. Par commodité, nous avons décrit l'un après l'autre les divers étages de l'être. Mais tout marche de front et chaque victoire, chaque découverte sur un plan quelconque a ses répercussions sur tous les autres plans. Lorsque nous avons travaillé au silence mental, nous avons observé successivement diverses couches mentales que nous avons réduites au silence. Un mental pensant qui constitue notre ratiocination normale. Un mental vital qui justifie nos désirs, nos sentiments, nos impulsions. Il y a aussi un mental physique qui nous donnera beaucoup de mal, mais dont la conquête est aussi importante pour la maîtrise physique que la conquête du mental pensant et celle du mental vital le sont pour la maîtrise vitale et mentale. Il semblerait, décidément, que ce mental est le bouc émissaire du yoga intégral. Nous lui faisons la chasse partout. Disons, par parenthèse, qu'il fut une aide très précieuse au cours de notre évolution et qu'il continue encore, pour beaucoup d'hommes, à être un agent indispensable. Mais que toutes nos aides, quelles qu'elles soient, si hautes, si divines soient-elles, se changent un jour en obstacles parce qu'elles ne valent que pour un pas, et nous avons beaucoup de pas à faire et plus d'une vérité à conquérir. Si nous acceptions cette simple proposition du haut en bas de notre échelle des valeurs, sans oublier d'y inclure l'idéal auquel nous sommes actuellement attachés, nous irions très vite sur le chemin de l'évolution. Ce mental physique est le plus stupide qui soit. C'est le vestige en nous de la première apparition du mental dans la matière. Un mental microscopique, têtu, craintif, borné, conservateur. C'était son utilité évolutive, qui nous fait vérifier 10 fois s'il le faut que nous avons bien fermé une porte, que nous savons pertinemment avoir fermée, qui s'affole à la moindre égratignure et se voit livré aux plus affreuses maladies, sitôt que quelque chose va de travers, qui est d'une méfiance imperturbable pour tout ce qui est nouveau et construit des montagnes de difficultés quand il faut changer d'un rien sa routine. Il répète, et répète en nous comme une vieille fille marmottante. Nous avons tous, une fois ou l'autre, fait sa connaissance, et il nous donne assez de honte pour que nous l'envoyions promener. Mais il est là, en dessous, à marmotter tout seul. Il faut toute la sonorité de notre ménage habituel pour ne pas l'entendre. Quand on a fait taire le mental pensant et le mental vital, on s'aperçoit alors qu'il est bien là, et qu'il est affreusement collant. On ne peut même pas raisonner avec lui, il est trop bête. Il faudra pourtant qu'il cède, parce que si le mental pensant est un écran à l'élargissement de notre conscience mentale, le mental vital un obstacle à l'universalisation de notre conscience vitale, le mental physique, lui, oppose un mur solide à l'élargissement de notre conscience physique, qui est la base de toute maîtrise physique. Non seulement cela, mais il brouille toutes les communications et il appelle tous les malheurs. Il suffit, et c'est un phénomène dont nous ne saurions trop souligner l'énorme importance, de penser à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'instantanément nous soyons en communication, inconsciente le plus souvent, avec toutes les vibrations que représente cette chose ou ce quelqu'un et toutes les conséquences de ces vibrations. Or, le mental physique, par ses craintes de gnome précisément, nous met constamment en rapport avec les possibilités les plus fâcheuses. Il imagine toujours le pire. Cette manie n'a qu'une importance relative dans la vie ordinaire, où les activités du mental physique se perdent dans le brouhaha général et où nous sommes protégés, justement, par notre manque de réceptivité,
Mais quand nous avons travaillé systématiquement à faire une transparence en nous et à augmenter notre réceptivité, les brouillages du mental physique deviennent un obstacle sérieux et même dangereux. Cette transparence mentale, vitale et physique, est la clé d'une double indépendance. Indépendance des sensations, car la conscience force, dégagée de son innombrable dispersion aux divers niveaux de notre être, et rassemblée comme un faisceau manœuvrable, peut, à volonté, être déconnectée de n'importe quel point, du froid, de la faim, de la douleur, etc. Indépendance des sens, car délivrée de son absorption immédiate dans nos activités mentales, vitales et physiques, cette même conscience force peut déborder le cadre de son corps et par une sorte de projection intérieure, contacter les choses, les êtres et les événements à distance. Généralement, il faut être en état de sommeil ou d'hypnose pour percevoir un peu loin dans l'espace ou dans le temps et se dégager des sensations immédiates. Mais ces moyens primitifs et encombrants sont parfaitement inutiles si le vacarme mental s'étue et si nous sommes maîtres de notre conscience. La conscience est le seul organe. C'est elle qui sent, elle qui voit, elle qui entend. Le sommeil ou l'hypnose sont simplement des moyens rudimentaires de lever le rideau du mental de surface. Et c'est normal. Si nous sommes pleins du bruit de nos désirs et de nos craintes, que pouvons-nous voir, vraiment, sinon l'image innombrablement répétée de nos désirs et de nos craintes? De même que le mental pacifié et le vital apaisé s'universalisent, de même le physique clarifié s'universalise spontanément. Nous ne sommes prisonniers que de nous-mêmes. Le monde attend tout large à nos portes, si seulement nous consentons à tirer l'écran de nos petites constructions. À cette capacité d'élargissement de la conscience doit naturellement se joindre une capacité de concentration, en sorte que la conscience élargie puisse se fixer, immobile et silencieuse, sur l'objet considéré et devenir cet objet. Mais concentration ou élargissement sont des corollaires spontanés du silence intérieur. Dans le silence intérieur, la conscience voit. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.